Au sommaire de ce journal, marché des assurances, la couverture d'assurance des violences politiques au centre d'une communication. Coopération Côte d'Ivoire-Brésil, les consultations politiques lancées pour redynamiser les relations. Protection des forêts, le laboratoire de droit privé de l'université Félix Houphouët-Boigny en réflexion sur la gestion des forêts, communautés et pouvoirs locaux. Célébration de l'excellence à l'université Félix Houphouët-Boigny, 3 étudiants lauréats de Sika Invest Challenge honorés. Madame, Monsieur, merci de choisir Business 24 Africa pour vous informer. En début de cette édition, il est question du Forum des marchés d'assurance. La couverture d'assurance des violences politiques a été l'objet d'une communication lors de cette 10e édition du Forum. Cette thématique est cruciale dans un contexte où de nombreux pays africains font face à des troubles politiques. Pourquoi est-il essentiel? Anja Sémian nous l'explique. La couverture d'assurance des risques politiques est un sujet récurrent en Afrique. Au vu des violences politiques constatées, les assureurs et réassureurs ont mis en place des clauses FANAF 01 et 02 pour régler le problème de la couverture des risques politiques et ainsi répondre aux besoins des marchés d'assurance africains. Mais qu'en est-il réellement? En guise de réponse, les réassureurs ont dit on veut couvrir que les mouvements sociaux, mais pas les risques politiques. Tous les événements à caractère politique sont exclus. Tous les attentats en action concertée sont exclus. Finalement, c'était une fuite en avant, parce que les réassureurs internationaux ne voulaient pas couvrir ces risques, et nous autres réassureurs africains, nous n'avions pas la solidité financière suffisante pour apporter une solution qui soit juste, qui corresponde aux besoins de nos différents marchés. Un constat est fait depuis 2005 par rapport à la mise en œuvre des clauses FANAF sur la couverture d'assurance des violences politiques. Entre 2015 et 2024, 50 déclarations des sinistres ont été enregistrées pour 0 couvert. En dépit des clauses FANAF, les assureurs et réassureurs sont parfois condamnés à payer des sinistres provenant des événements politiques pour lesquels les primes ne sont pas encaissées. Pour y remédier, 2 ans auront suffi aux assureurs et réassureurs pour sortir des recommandations à la FANAF. C'est qu'unanimement, on a décidé d'arrêter les clauses FANAF, FANAF 01 et FANAF 02, à compter du 31 décembre 2024. On ne va plus vendre cette clause parce qu'on s'est rendu compte qu'elle ne correspond pas aux besoins et elle met en péril nos activités. La deuxième conclusion, c'est que la nouvelle police va rentrer en vigueur au 1er janvier 2025 et elle sera insérée dans les traités de réassurance. Vous ne retrouverez plus dans vos traités incendie les clauses FANAF telles que ça existait. D'ici peu de temps, la couverture d'assurance des risques politiques sera une réalité en Afrique. Elle prend en compte les risques en rapport avec les mouvements politiques et terrorisme. Poursuivons cette édition avec une note de coopération. La Côte d'Ivoire et la République fédérative du Brésil, 2 pays en relation bilatérale depuis 1960, ont convenu d'intensifier la coopération. C'est toute l'importance des consultations politiques entre les 2 nations, dont la première session s'est déroulée le vendredi 8 novembre 2024 au ministère des Affaires étrangères à Abidjan. Ensemble, les 2 délégations ont dressé le bilan des relations avant de faire un tour d'horizon sur les questions bilatérales, multilatérales et régionales. Konena Norgo et Richard Akeke. Dans cette salle du ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, ce vendredi 8 novembre 2024 à Abidjan, la Côte d'Ivoire et le Brésil tiennent leur première session des consultations politiques. Les relations bilatérales entre ces 2 nations sont nées le 13 août 1960 avec la signature des premiers accords de coopération, relations renforcées par le mémorandum d'entente de février 2014, instituant d'ailleurs
ces consultations politiques entre les deux pays. Plus d'1h30 d'échanges entre les délégations brésiliennes et ivoiriennes auront suffi pour passer en revue les questions bilatérales, multilatérales et régionales. Parmi les sujets de coopération évoqués, la reprise des vols directs entre les deux capitales, l'intensification des relations dans les domaines de la santé, de l'agriculture et de la sécurité maritime. Avec le Brésil, il s'agit de réactiver notre coopération. Nous avons donc examiné un certain nombre de secteurs prioritaires pour la Côte d'Ivoire, en tout cas d'intérêt pour notre pays. Le secteur de l'agriculture, le secteur des ressources halieutiques, c'est extrêmement important. Nous avons également examiné la question de transport aérien et envisagé la possibilité pour le Brésil, en tout cas, de remettre dans les airs la ligne directe entre Brasilia et Abidjan. La coopération que nous avons avec la Côte d'Ivoire est déjà importante puisque nous avons une coopération centrée surtout sur l'agriculture, que ce sont des points forts de notre activité économique, mais nous avons aussi discuté d'autres domaines où nous pouvons élargir cette coopération. Par exemple, dans le domaine de la santé, qui est quelque chose de très important pour les pays en développement en général. Et nous avons aussi discuté les possibilités d'accroître nos échanges commerciaux. Lors de cette première session des consultations politiques, la Côte d'Ivoire et le Brésil ont également dressé un bilan satisfaisant de leur coopération. Sur la période 2019-2023, la valeur moyenne des exportations ivoiriennes vers le Brésil est estimée à 62,20 milliards de francs CFA par an contre 79,27 milliards d'importations. Sur la même période, le Brésil importe de la Côte d'Ivoire les fèves de cacao, le cacao transformé, la noix de cajou et le caoutchouc. En retour, la Côte d'Ivoire importe la viande, le sucre, les boissons, les produits chimiques et les équipements incompressibles. La prochaine session de ces consultations politiques se tiendra au Brésil dans les prochains mois. L'Observateur de la qualité des services financiers et l'Agence pour la promotion de l'inclusion financière ont organisé un atelier de restitution de l'enquête de suivi sur la protection des consommateurs de services financiers numériques. Cette réunion vise à favoriser une discussion structurée sur les solutions pour une gestion efficace des risques de la finance numérique sur la base des évolutions de ces risques entre 2022 et 2024. Sandrine Kwame et Didier Guédé. Les parties prenantes de l'écosystème de la finance numérique en Côte d'Ivoire ainsi que les acteurs publics et privés sont présentes à cet atelier de restitution. Cette rencontre co-organisée par l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire et l'Agence de promotion de l'inclusion financière de Côte d'Ivoire avec l'appui du SEGAP est pour eux l'occasion de notamment connaître les résultats de l'enquête de suivi sur les risques de la finance numérique pour les consommateurs en Côte d'Ivoire et mesurer l'évolution qui a pu être apportée en matière de protection des consommateurs depuis 2022. Par services financiers numériques, entendez tout ce qui est mobile money et donc tous ces opérateurs qui travaillent à développer l'inclusion financière en Côte d'Ivoire. Il s'est avéré qu'avec l'arrivée de ces opérateurs, donc des émetteurs de monnaie électronique, on a eu une autre consommation, un autre type de consommation des finances, dites aujourd'hui finances numériques. Il s'agissait pour nous aujourd'hui, après l'étude qui a été menée en 2022, de faire l'état d'avancement des critiques qui avaient été portées. On avait beaucoup de critiques liées aux fraudes massives, aux mauvaises transactions et également à la dispersion des données des clients. Aujourd'hui, nous avons noté une avancée significative avec notre partenaire, le SEGAP et l'APIF, noter une avancée significative des problématiques qui avaient été énoncées en 2022. La question sous-jacente, celle qui demeure, c'est l'utilisation des services numériques par le genre, donc par les femmes, et surtout dans nos milieux, dans nos zones rurales. Et c'est cette thématique qui nous réunit aujourd'hui. C'est une enquête par téléphone qui a été conduite auprès d'un échantillon représentatif des utilisateurs de mobile money en Côte d'Ivoire. Et les résultats ont permis de révéler une amélioration significative
avec une baisse de l'exposition aux principaux risques des utilisateurs des services de mobile money. Donc c'est très encourageant, ce qui veut dire que les efforts qui ont été menés par à la fois les acteurs privés et les acteurs publics ont porté leurs fruits. L'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire est un instrument public, gratuit, inclusif et indépendant. Il vise à adopter de meilleures pratiques en matière de réglementation financière, d'éducation du consommateur et améliorer l'inclusion financière et les conditions de financement de l'économie. Ouvrons une parenthèse environnement pour parler de la protection des forêts. Le Centre national floristique de l'Université Félix Houphouët-Boigny a accueilli un colloque international sur la gestion des forêts, communautés et pouvoirs locaux. Initié par le laboratoire de droit privé de l'Université Félix Houphouët-Boigny, il s'agit de réfléchir sur l'importance des forêts dans le développement des pays africains, aborder la place et les droits des communautés locales dans la préservation de la faune et de la flore. Le récit de Mondésir Nascimento. En Côte d'Ivoire, les statistiques indiquent que seulement 13% des forêts classées et 32% des aires protégées constituent aujourd'hui la couverture forestière. D'ici à 2035, il ne restera que 2 millions d'hectares de forêt et plus rien du tout dans la partie sud du pays, hormis les aires protégées si aucune mesure n'est prise. Face à ce tableau alarmant, des voix s'élèvent de plus en plus pour apporter leur expertise. C'est dans ce cadre que le laboratoire de droit privé de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a initié un colloque international sur la gestion des forêts, communautés et pouvoirs locaux. Au rang des têtes pensantes de ce colloque international, Céline Guédan, maître de conférence en droit public à l'Institut Champollion, Étienne Kofiala, professeur agrégé en droit privé à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Pierre-Alain Collot, maître de conférence en droit public à l'Institut Champollion et des experts ivoiriens pour pousser les réflexions sur la gestion des forêts, communautés et pouvoirs locaux. Une thématique qui, selon professeur Étienne Kofiala, directeur du laboratoire de droit privé de l'UFHB, permettra de rester dans la durabilité écologique. Du laboratoire de droit privé de l'Université Félix Houphouët-Boigny qui organise ce colloque sur gestion, communauté locale et pouvoir pour justement parler de l'importance des forêts dans le cadre du développement de nos États, mais de la préservation des forêts, de tout ce qui est transition écologique et pour démontrer aussi l'importance des communautés locales dans tout cela. Quelle est leur place? Quels sont les droits qu'on leur reconnaît? C'est pour ça qu'on a choisi de réfléchir autour d'une telle thématique pour rester dans ce thème qu'on appelle la durabilité. La durabilité autour de l'écologie et de la gestion des forêts. L'objectif visé, ou les perspectives que nous visons à travers cette rencontre scientifique est de susciter l'intérêt, mais surtout contribuer à la protection des ressources naturelles, notamment de manière spécifique les forêts. On voit qu'il y a un enjeu majeur, pas juste pour des besoins immédiats, mais un enjeu majeur pour les générations futures. Et ça devient donc une obligation pour la génération présente de travailler de manière à conserver ce qu'on a reçu en héritage. Ce colloque est une initiative pilotée depuis plusieurs années avec les partenaires français qui se réjouissent de son aboutissement. C'est un colloque qui s'inscrit dans une coopération scientifique depuis 2017 sur la question des ressources naturelles. Et on essaie de développer cette question en relation avec les communautés locales, donc des thématiques qui sont très nouvelles pour l'Afrique de l'Ouest et qui peuvent aboutir à des résultats scientifiques qui sont extrêmement probants. Et on espère une publication, il y aura une publication de ces actes de colloque dans une revue française, la revue forestière française, ce qui veut dire qu'il y a une vraie qualité scientifique dans ce que l'on produit. Il faut souligner que ce colloque intervient dans un contexte où les COP se multiplient et se penchent sur la diversité biologique, le changement climatique et la lutte contre la désertification. Toutes ces COP étant des conférences traitant bien évidemment des questions liées aux forêts. Toujours dans le cadre universitaire, ouvert mercredi, le congrès d'écologie d'Afrique de l'Ouest, première édition à l'université Nangui-Abrogwa, a refermé ses portes vendredi. Après 3 jours de travaux meublés d'une centaine de communications et de conférences, les congressistes venus de 8 pays ouest-africains sont parvenus à la conclusion que vaincre ou périr l'écologie, c'est ensemble qu'il faut faire face à ces crises devenues répétitives. Issa Badini et Enoch Yao ont pris part à la clôture des travaux.
3 jours de conclave, sans communication en tout, autour du thème, il faut le rappeler, de la science aux applications. Ces chercheurs, du moins ces écologues venus du Mali, du Niger, du Sénégal, du Ghana ou encore de la Côte d'Ivoire, sont venus à Abidjan pour remettre la question de l'écologie à sa place, c'est-à-dire au centre des débats, à la limite scientifique et universitaire. Mais c'est bien fini. Le premier congrès d'écologie d'Afrique de l'Ouest baisse ses rideaux. Cependant, à l'université Nangui Abrogwa, où a eu lieu les travaux, l'on est satisfait à tout point, à commencer par la présidente de l'université. Ce congrès a été une réussite. Je pense que ça a été un partage d'expériences, partage de résultats et réflexions pour les jours à venir. Et je retiens qu'il va falloir mettre tous les moyens, préparer le deuxième congrès, de telle sorte qu'on puisse l'héberger ici encore et le rendre plus, pas international, africain si on peut le dire comme ça, parce que là c'était vraiment Afrique francophone. L'idée c'est de parler de science, c'est de faire de la science et je pense que pendant 3 jours c'est ce qu'on a fait. Et je suis vraiment fier de la qualité des échanges. Voilà. Et évidemment, on comprend qu'ici on traite d'écologie en tant que science, mais on comprend qu'on est en pleine crise environnementale. Alors on pense souvent à la crise du climat, mais on est aussi en pleine crise de la biodiversité. Et l'idée, ce sera vraiment d'unir l'ensemble des écologues de l'Afrique. On part de l'Afrique de l'Ouest et qui sait, un de ces jours, c'est l'ensemble des écologues de l'Afrique, du monde qui seront réunis dans une association. Donc vraiment, nous avons été heureux de participer aux échanges, donc au congrès. De la joie et de la reconnaissance autour de ces congrès d'écologie à Nangui Abrogwa, mais de l'assurance aussi de se retrouver l'année prochaine pour la même cause. C'est donc sur ces notes d'espoir que se referme ce EcoAO 2024, initié, il ne faut pas l'oublier, par les laboratoires d'écologie et développement durable et centres de recherche en écologie, en partenariat avec l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. L'ENSTP, l'École nationale supérieure de travaux publics, a aujourd'hui 61 ans, créée par la loi numéro 62-407 du 7 novembre 1962. Elle a ouvert ses portes lors de l'année académique 1963-1964. Les anciens élèves de la première école de formation des ingénieurs de travaux publics veulent marquer un temps d'arrêt pour célébrer cet événement. Ils ont organisé une conférence de presse pour donner le déroulé des festivités. Ce sera un événement symbolique qui tournera autour de la personne de l'ancien président Félix Houphouët-Boigny. Le lieu de la conférence de presse, la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district du Plateau, a annoncé les couleurs. Les autres symboles du soixantenaire de l'INSTP sont la tenue de la fête à Yamoussoukro, sa ville natale, et l'inclusion du 7 décembre, jour de sa disparition, parmi les jours de la fête. À côté de ces faits marquants, le PCO de la cérémonie a bien voulu nous donner les détails. Alors, elle va se étaler sur 3 jours, du 6 au 8 décembre 2024, à Yamoussoukro. Mais auparavant, juste après cette conférence de presse, nous aurons, dans une dizaine de jours, sur vos antennes, chaînes de télévision, une conférence, une table ronde sur la contribution des ingénieurs, des techniciens formés dans notre établissement, leur contribution au développement socio-économique de notre pays, et même de l'Afrique, parce que nous avons eu des étudiants venus d'autres pays africains. Voilà. Donc, et ensuite, le 6 décembre, à Yamoussoukro, vendredi, nous aurons à 13h des prières pour feu le président Houphouët-Boigny. C'est celui-là qui a créé notre école, qui l'a protégée jusqu'à son rappel à Dieu. Prière pour lui. L'après-midi du vendredi, nous allons rencontrer nos jeunes en formation pour échanger avec eux, entre nous d'abord, anciens également, mais avec surtout nos jeunes pour échanger, partage d'expérience. Et le samedi, c'est vraiment la journée phare. Nous aurons donc dans l'amphithéâtre de l'école discours, hommages,
distinction. Le conférencier était accompagné d'anciens élèves de l'INSTP qui a formé plus de 3000 cadres en Côte d'Ivoire. Depuis 1996, cette prestigieuse école fait partie désormais de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. C'était un reportage de Philippe Zabo et Nicolas Ngwa. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a signé dans la commune de Marcory une convention de partenariat avec le groupe hôtelier Accor. Ce partenariat vise à opérer des réformes significatives au plan de la gouvernance et de la révision des curricula de manière à mettre à disposition des apprenants compétents répondant spécifiquement aux besoins du groupe. Konina Nourgo et Setekissi. C'est une grosse prise pour le ministre Kofi Nguessan dans sa quête de réformer le système de formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Le géant de l'hôtellerie Accor est désormais partenaire au ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. À partir de ce jeudi 7 novembre 2024, date de signature de la convention de partenariat, les deux partenaires entendent travailler pour la gouvernance et la révision des curricula de manière à mettre à disposition des apprenants compétents répondant spécifiquement aux besoins de l'économie ivoirienne et du continent. C'est donc le début de la co-construction d'un système de formation professionnelle compétitif, fruit du partenariat public-privé. Avec le secteur privé, nous travaillerons en synergie pour plusieurs raisons. D'abord, la qualité des programmes destinés à la formation des apprenants, les stages en immersion, les stages de fin de formation, la qualité, les compétences dévolues aux apprenants, tout ça, on le doit aussi aux utilisateurs, aux employeurs. Donc comment former selon les profils demandés et donc comment former selon les exigences du marché. Et donc en venant vers le secteur privé, nous allons comprendre leur fonctionnement, comprendre ces profils et faire en sorte que nous puissions adapter maintenant nos programmes de formation aux réalités du marché. Monsieur le ministre fonde beaucoup d'espoir, mais nous fondons aussi beaucoup d'espoir. Le groupe Accor a 8 hôtels aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et nous avons besoin. Nous avons besoin d'avoir des personnes qualifiées, nous avons besoin de développer des personnes. Donc bien entendu, ce partenariat va nous amener cette richesse en termes d'effectifs et ce développement des talents locaux. Donc bien entendu, Monsieur le ministre peut compter sur nous et je suis sûr que je peux compter sur Monsieur le ministre. Avec plus de 5000 hôtels dans le monde, dont 8 en Côte d'Ivoire, le groupe Accor est donc un partenaire clé pour le ministère en charge de la formation professionnelle dans les domaines de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, du management et des services. En Côte d'Ivoire, le groupe emploie plus de 2500 personnes. Ce partenariat qui débute ce jour a une durée de 2 ans renouvelable. Après une brillante démonstration d'innovation et de créativité lors de la finale de la 4e édition du SICA Invest Challenge, 3 étudiants de l'UFR mathématiques et informatique de l'université Félix Houphouët-Boigny ont récemment été honorés. Ils se sont démarqués parmi les compétiteurs en remportant le prestigieux prix Jean Kakou Diagou. Les lauréats ont été félicités par la présidence de l'université. Anja Sémian et Setekissi étaient témoins. L'université, ce n'est pas seulement la théorie. La pratique est tout aussi déterminante pour les étudiants. 3 d'entre eux, issus de l'université Félix Houphouët-Boigny, l'ont prouvé en hissant très haut l'image de leur temple du savoir. À l'occasion du SICA Invest Challenge 2024, un concours commun à tout l'espace UEMOA et de la diaspora. Donc vraiment merci d'avoir rendu visible notre université. Merci aussi de montrer que à l'université Félix Houphouët-Boigny, on forme des ressources humaines de qualité. Et nos prières, c'est que après votre master, que vous puissiez effectivement obtenir soit un très bon emploi dans des grandes structures et même, si vous voulez continuer en thèse, que vous puissiez vraiment le faire. Ils ont respectivement été distingués meilleurs étudiants de l'édition, meilleure étudiante du concours, avant de rafler la première place de la meilleure équipe du challenge. Tous impétrants de l'actuariat, de l'UFR mathématiques et informatique, ils n'ont pas eu de mal à séduire le jury sur le thème «
Quelle stratégie pour financer les études de vos enfants? Une fierté pour l'université Félix Houphouët-Boigny que de voir nos enfants récompensés au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ainsi que de la diaspora. C'est juste le signe du fait que ici, à l'université Félix Houphouët-Boigny, nous avons une formation de qualité que nous donnons donc à nos étudiants. On a beaucoup appris sur les marchés financiers, on s'est familiarisé à ces domaines-là et on a eu, on va dire, l'esprit de toujours se dépasser, de pouvoir montrer qu'on pouvait se challenger. Les 3 étudiants symboles de 3 étoiles pour l'université Félix Houphouët-Boigny ont fait face aux 5115 autres étudiants originaires des 8 pays de l'UEMOA le 28 septembre 2024. Toujours dans le temple du savoir, le lycée technique d'Abidjan Cocody a accueilli la 4e édition des Olympiades des métiers initiée par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ce sont 46 établissements professionnels qui ont pris part à cette compétition. Les plus méritants dans leur catégorie ont été récompensés au cours de cette cérémonie de remise de prix. Les compétiteurs de 68 équipes proviennent de 10 écoles privées et 36 écoles publiques. Fulgence Canon, commentaire Alan Itoua. Pour cette édition unique, la Côte d'Ivoire a célébré l'excellence et la détermination de ses apprenants en formation technique et professionnelle. Une plateforme dynamique qui valorise ces jeunes talents prêts à relever les défis des secteurs économiques variés du pays. Cette année, ils ont brillamment concouru dans 25 métiers, de la restauration au soudage, en passant par la plomberie et la maçonnerie. Il s'agit d'une compétition de compétences au niveau de l'enseignement technique de la façon professionnelle. Nous avons mis nos écoles en compétition. Nous sommes à la phase finale. Nous sommes dans la lutte directe de la vision du ministre. Le ministre a mis en place 2 modèles. L'école de la deuxième chance, l'académie des talents. C'est de faire en sorte que nos élèves comprennent qu'ils ont du talent, ils ont un savoir-faire et il ne faut pas qu'ils aient honte d'être maçons, menuisiers. Et c'est ça en fait, donc créer une émulation en fait au niveau de nos apprenants. Sur les 46 établissements en compétition, 22 se sont démarqués. Les lauréats, issus de plusieurs établissements techniques, ont reçu divers prix en reconnaissance de leur travail. Les entreprises partenaires n'ont pas hésité à récompenser ces jeunes talents avec du matériel professionnel tel que des ordinateurs, des imprimantes, des réfrigérateurs ainsi que des stages pour accompagner leur parcours. Au niveau de la formation de la coiffure, nous avons mis un stand à disposition pour soutenir les compétitions des 5 établissements qui étaient présélectionnés pour compétir à la coiffure. Sur 2 jours, du coup, les 15 participants ont eu 2 épreuves, une de 1h45 et une de 4h, sur lesquelles ils avaient différents thèmes et ils se sont compétis. Et aujourd'hui, nous avons donné les lots à ces 3 grands gagnants. La compétition a consisté à fabriquer avec le lait bonnet rouge du yaourt. C'était notre première fois de participer. On a appris de nos erreurs, on espère que l'année prochaine, on pourra donner le meilleur de nous. J'ai remporté le prix de la première place. On nous a donné un thème qui est le rôle des banques et des sociétés d'assurance dans l'inclusion financière des populations. Et nous avons présenté le thème à la NCA. Pour cette édition, 33 entreprises se sont associées à l'événement, affirmant leur soutien à la formation de qualité et à l'insertion professionnelle. Une compétition qui prouve que l'enseignement technique en Côte d'Ivoire est une voie prometteuse pour la jeunesse et l'avenir du pays. La Fondation de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire a procédé à la remise officielle de 2 bâtiments de 6 classes au village d'Ebimpe à Anyama. Ces ouvrages offerts par la LONASI viennent renforcer les équipements éducatifs et améliorer la qualité de l'enseignement des élèves dans cette communauté. Michel Brou et Doumbia Ayuba.
Ce sont plus de 83 millions de francs CFA mobilisés par la Fondation de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire pour réaliser ces 2 bâtiments scolaires dans le village d'Ebimpe. Dans une ambiance festive et de partage, cet ouvrage éducatif a été officiellement remis par la délégation de cette fondation aux responsables en charge de l'éducation des écoliers. Ce sont 2 bâtiments de 6 classes entièrement équipés de bureaux, de magasins et de latrines essentielles à l'apprentissage de ces élèves. Dans cet élan citoyen, le donateur est revenu sur l'objectif de ce don en faveur des élèves et populations du village. Cette école est conçue pour offrir aux élèves un cadre propice à l'apprentissage, à l'épanouissement personnel et à la réussite scolaire. Nous sommes convaincus que l'éducation est la clé de l'avenir, non seulement pour les jeunes générations, mais aussi pour toute une communauté. En soutenant ce projet, la Fondation Lonasi réaffirme son rôle de partenaire actif dans le développement social et éducatif de notre pays aux côtés de l'État. La présence de ces infrastructures a mobilisé l'ensemble des autorités administratives, coutumières des communautés religieuses et du corps enseignant. Ils ont exprimé à cette occasion leur profonde gratitude aux donateurs et souligné l'importance de ces ouvrages dans l'amélioration de l'accès à l'éducation. Aujourd'hui donc, ce don constitué de cet ouvrage que nous allons inaugurer d'un moment à l'autre, enrichit non seulement l'esprit des élèves et du personnel enseignant, mais également celui de la communauté des Bimpe, dans un contexte où l'État de Côte d'Ivoire, depuis 2015, a rendu l'école obligatoire pour tous les enfants dont l'âge varie entre 6 et 16 ans. Le défi, après cette action citoyenne de la Fondation Lonasi, engage tous les partenaires du système éducatif. Je voudrais, au nom de M. Le Drena, dire grand merci à la Fondation Lonasi pour cette belle œuvre. Je dis que cette œuvre est très belle et même noble, tout simplement parce que offrir à l'éducation nationale une école de 6 classes, cela permet à la fois de gérer nos problèmes d'effectifs pléthoriques, mais également d'améliorer les conditions de travail de nos enseignants et, partant de là, améliorer les conditions d'apprentissage de nos élèves. Créée le 20 mars 1970, la Fondation Lonasi s'est engagée depuis mars 2019 à œuvrer en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations à travers des infrastructures dans le domaine du social, de la santé, de l'éducation et de la culture. Rendons-nous au centre de la Côte d'Ivoire. La 2e édition du Forum universitaire du livre en abrégé Forulivre s'est tenue du 7 au 8 novembre 2024 à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Cet événement vise à promouvoir et valoriser le livre en milieu universitaire. À cet effet, le Forulivre a rassemblé enseignants, enseignants-chercheurs, étudiants et l'ensemble de la communauté universitaire autour de cet instrument de savoir et de la connaissance à travers le thème « Le livre en Côte d'Ivoire, défis et enjeux des bibliothèques universitaires ». Notre reporter Emmanuel Bonzo a pris part à ce rendez-vous de la promotion du livre. Malgré un fonds documentaire assez riche, les bibliothèques de l'université Alassane Ouattara de Bouaké sont peu fréquentées par les étudiants. Les bibliothèques se sont vidées parce que chacun se dit qu'il peut avoir les livres sur les réseaux, sur Internet pour les lire, alors que ce n'est pas du tout pareil. Pour pallier ce manque d'assiduité des apprenants, le service de la documentation, de l'information scientifique et technique et du numérique de l'UAO organise chaque 2 ans le Forulivre, le Forum universitaire du livre de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Pour cette 2e édition, il s'agit pour les initiateurs de répondre aux défis et enjeux des bibliothèques universitaires pour susciter un véritable engouement autour de ces outils du savoir et de la connaissance.
Il y a 2 ans, 3 ans, la bibliothèque était défectueuse par son fonds documentaire qui n'était pas fourni. Nous avons bénéficié de dons, d'achats et nous estimons qu'aujourd'hui, nous avons un bâtiment flambant neuf et nous avons des arguments aujourd'hui pour convaincre l'ensemble des étudiants de l'université Alassane Ouattara, y compris les enseignants, à fréquenter davantage la bibliothèque. Pour marquer cette nouvelle dynamique portée vers la dématérialisation du livre, un ensemble de réformes est entrepris pour encourager étudiants, enseignants, enseignants-chercheurs et la communauté universitaire à valoriser et promouvoir les œuvres au sein des bibliothèques. D'où l'importance du Forum Livre pour mobiliser autorités et acteurs de la chaîne du livre. Il faut lire, il faut fréquenter les bibliothèques, il faut aller chercher le savoir partout où le livre peut vous l'apporter. À travers les livres, on acquiert de nouvelles compétences. Donc c'est là tout l'intérêt, n'est-ce pas, de ce forum-là. L'université constitue une source d'information. Conférences inaugurales, panels, cafés littéraires, récompenses et expositions vente d'ouvrages ont marqué ce rendez-vous de promotion et de valorisation des œuvres livresques de la communauté universitaire de l'UAO, de Boaké et aussi d'ailleurs. Rendons-nous à Coquet, localité située à 3 km de Bondoukou, à l'initiative du projet d'urgence agricole PUACI avec le soutien financier du Fonds de développement agricole FIDA, s'est tenue la grande cérémonie de planting d'arbres avec pour objectif de lutter contre le conflit agriculteurs-éleveurs et assurer l'autonomisation des femmes. Anissé Kouadio. Site de 2 hectares du village de Kokor de la commune de Bondoukou, un espace totalement aménagé qui va servir à la réalisation d'un planting d'arbres géants. C'est une initiative du projet d'urgence agricole de Côte d'Ivoire, PUACI, qui veut contribuer à sa manière au renforcement du couvert forestier, mais aussi sauver les petits exploitants agricoles engagés dans les filières maïs, riz, élevage de petits ruminants, renforcer le maraîchage et la pisciculture. C'est un dispositif qui va permettre non seulement d'associer l'agroforesterie à l'élevage du petit ruminant. Aujourd'hui, il ne faut pas produire pour nuire à l'environnement, mais il faut surtout produire et tout en tenant compte de l'environnement qui doit bénéficier aussi à nous-mêmes et aussi aux générations futures. Cette activité a reçu le soutien des autorités, notamment le préfet de la région du Gontougo, du directeur pays du FIDA, Fonds international pour le développement agricole, qui est le bailleur du projet, avec bien d'autres personnalités, ont mis en terre des espèces d'arbres qui vont servir pour les futures générations et surtout accompagner le groupement, la famille Kokor, essentiellement composée de femmes, car ce projet, lorsqu'il sera parfaitement mené, va contribuer à l'autonomisation de la femme et des jeunes de mener des activités génératrices de revenus. Infini merci au FIDA, aux promoteurs du projet, la PUACI. Nous sommes un groupe de femmes démunies qui avons besoin de soutien. Nous avons décidé de financer ce groupement de femmes. Leur engagement de s'autonomiser correspond à la vision du projet et rentre dans la droite ligne de l'agenda de développement du gouvernement et aussi correspond à nos ambitions. Les projets dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale. Quand ces projets viennent, que la population s'approprie ces projets. Ce planting d'arbres initié par l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère des Finances et du Budget, le projet d'urgence agricole de Côte d'Ivoire PUACI et ses différents partenaires tels que le FIDA et bien d'autres structures veut à travers de telles initiatives favoriser l'autonomisation de la femme. Cette note met un terme à ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.